Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les pages du milieu. Bonjour Cyril et FX, comment allez-vous ? Bah ça va très bien, mais tu as dit bonjour et bonsoir, mais tu n'as pas dit bonne matinée. Je trouve ça... C'est scandaleux. Ouais. Très bien, tu veux qu'on la refasse ? Ouais, vas-y, refais. Allez non, je vous souhaite la bonne matinée à tous et tous aussi. Merci Cyril, tu me fais foirer mes intros que j'avais si bien préparées. Ça y est, ça commence. Bonjour à tous, ravi de vous revoir pour ce prochain épisode. Eh bien avant de commencer cet épisode, moi je tiendrai d'abord à faire une chose très importante. C'est à rappeler que nous avons récemment ouvert notre page Tipeee, que vous pouvez consulter si jamais vous souhaitez nous faire un don, mais surtout, j'en profite pour remercier nos généreux tipeurs Linda, Mathieu, Jessica, William, Batou et Jody pour leurs dons. Alors nous ne nous attendions pas à un tel soutien et nous vous remercions grandement. Nous souhaitions vous remercier en fait dans l'épisode précédent, sauf que nous l'avons enregistré en fait la même semaine que le premier épisode, du coup nous n'avons pas pu... vous remercier en temps et en heure. J'espère que vous nous pardonnerez, mais nous vous remercions encore une fois grandement pour vos très généreux dons. Ouais, on est déjà un petit peu surpris, un petit peu... C'était émouvant. Non, on peut s'acheter un café, c'est chouette. Non, mais vraiment, c'est gai. Franchement, en fait, ouais, ça paye l'hébergement et du coup, ça rend... Ouais. Sur une note moins chouette, malheureusement, Spotify nous fait encore des petits soucis. On a été prévenu qu'apparemment plusieurs d'entre vous, sur Spotify uniquement, pouvaient entendre nos voix de façon assez grave et particulière. On est dessus, mais malheureusement, voilà, très compliqué de régler ce genre de problème. Ça vient pas de nous et tout le monde ne l'a pas, donc voilà, sorry encore une fois. Alors si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode et si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Partagez-nous vos remarques, vos questions, vos réflexions sur notre page Facebook ou Instagram, les pages du milieu, ou par mail, lespagesdumilieu@gmail.com. Alors, j'espère que vous êtes en forme, car aujourd'hui, nous allons suivre la pénible route de nos trublions préférés de la comté, Merry et Pipin. Pour rappel, à Amon N, tandis que Boromir essayait plus ou moins subtilement de s'emparer de l'anneau de Frodon, des orques s'étaient rapprochés dangereusement de notre communauté. Alors que le porteur de l'unique fuyait avec Sam pour accomplir sa quête seul, la communauté affrontait les orques à la recherche du précieux. Boromir était mort vaillamment en défendant Merry et Pipin, qui furent emmenés par leurs ennemis, captifs, avec pour direction, semble-t-il, Isengard. C'est leur périlleuse route que nous allons suivre aujourd'hui, alors que pendant ce temps, Aragorn, Legolas et Gimli les pourchassent désespérément pour les arracher aux griffes des sbires de la tour sombre. Chapitre 3, l'Uruk-hai. Pipin était agité dans un sombre cauchemar. Il pensait crier après son ami. « Frodon, Frodon !» Mais quand il ouvre brièvement les yeux, il ne voit que 10 visages d'orques. Il se réveille par un soir froid, les 4 membres attachés et naturellement entourés d'une horde d'orques. Il reconstruit lentement ses souvenirs des événements passés. Cette course dans les bois, ce groupe de gobelins, les hurlements qu'ils poussèrent, ils avaient sorti leurs épées et blessé nombreux bras et mains avant d'être attrapés, l'arrivée de Boromir bondissant parmi les arbres, les contraignant au combat, tuant de nombreux orques mais se prenant une volée de flèches, le corps du Gondor qui résonne dans la vallée, les orques qui reculent, mais qui attaquent de rechef dans l'absence de renfort. La dernière vision de Pipin. Boromir appuyé contre un arbre, arrachant une flèche. « Pourquoi suis-je encore en vie ?» se demanda-t-il. Il regrette que Gandalf n'ait pas trouvé les mots auprès d'Elrond pour les retenir à Foncombe. Il espère que Grandpa viendra les chercher. Il se tortille un peu pour tenter de se dégager. Quelques orques l'observent et commentent avec dédain dans une langue commune ignoble. « Repose-toi pendant que tu le peux, petit idiot. »« Je te ferai couiner, petit rat. » C'est trop bien avec FX, les nains, les orques viennent de Wallonie. Mais non, pas ceux-là, si. Un petit peu. Eh ben allez, partons là-dessus alors. On décèle quelque chose. Ne te fais pas remarquer, se dit-il alors. Malgré la douleur qui monte à l'endroit de ses liens, il se contente d'écouter tout ce qu'il peut. Il semble qu'une querelle ait éclaté entre eux. À sa grande surprise, il remarque que beaucoup des orques utilisent la langue commune. « Pourquoi ne pas les expédier en vitesse, les tuer tout de suite ?»« Les ordres !» grogna un troisième d'une voix profonde. « Tuez-les tous, mais pas les semi-hommes. Vous devez les ramener vivants aussi rapidement que possible. Voilà mes ordres. »« Mais pourquoi les veut-on ?» demandèrent plusieurs voix. « Pourquoi vivants ? Offre-t-il un bon divertissement ?» ?»« Non. J'ai entendu dire que l'un d'eux possédait quelque chose qui est nécessaire à la guerre. Quelque artifice elfique. En tout cas, ils seront tous deux interrogés. »
La discussion continue de bon train à propos des hobbits, de ce qu'ils posséderaient d'important ou de la quantité de ces derniers qu'il serait acceptable de couper pour le repas du soir. Ils ne semblent également pas d'accord sur le chef qu'ils servent, le Grand Œil ou Saruman. Au terme de cette vive discussion se lance une bagarre générale. Les larmes sont tirées de leurs fourreaux et les gardiens du Hobbit sont partis se joindre au combat. On distingue 2 sortes d'orques. Ceux du nord, des gobelins de courte taille, dont Grishnak, qui semblent tous ne pas oser attaquer Ugluk, un grand orque noir. Ce dernier crie un ordre et d'autres grandes créatures arrivent. Sans Crégar, Ugluk s'élance et coupe la tête de 2 gobelins de petite taille. Grishnak, lui, disparaît dans l'ombre. « Regagnez vos armes, Cria Ugluk. et plus de bêtises. Pipin y voilà une lueur d'histoire. Bravo. Pipin y voilà une lueur d'espoir. Ça, on voit ta déformation professionnelle des soirées D&D, où tu as fait un jet d'histoire. Exactement. Il y voit donc une lueur d'espoir. Un des orques abattus par Ugluk est tombé à côté de lui, son poignard encore dans sa main crispée. Il utilise le poignard pour couper les liens de ses mains, et en un rien de temps, c'est coupé. Ramassez ces prisonniers, Cria Ugluk. ne jouez pas de tour avec eux. S'ils ne sont pas vivants à notre retour, ils ne seront pas les seuls à mourir. Pipin est alors chargé sur le dos d'un orque, le visage compressé sur la nuque de celui-ci, et très vite après, à nouveau jeté sur un sol pierreux, la nuit étant complètement tombée. On demande des nouvelles des éclaireurs, qui disent n'avoir vu qu'un cavalier isolé. La voie est complètement libre, d'après eux. Pour ceux qui ne m'ont pas vu, j'ai fait des beaux guillemets, car on sait ce qui va se passer plus tard. Et d'ailleurs, Ugluk n'est pas si bête que ça, car... À présent, peut-être bien que la voie est libre. Mais pour combien de temps, idiot? Vous auriez dû la battre. Il va donner l'alerte. Les maudits éleveurs de chevaux seront renseignés sur nous au matin. Il nous va falloir jouer doublement des gens, maintenant. Ugluk se penche vers Pipin. Ses gains en ont assez de le porter. Il devra utiliser ses jambes, et il le met en garde contre toute tentative d'évasion. Il lui coupe ses liens, le tire par les cheveux pour le remettre au doigt, et Pipin retombe directement. Ugluk recommence la manœuvre. Il fait ensuite de même avec Merry, d'abord arrachant le bandeau qu'il a sur les yeux, puis appliquant une matière noire sur sa blessure. Merry poussa de grands cris et se débattit. Les orques se moquèrent de lui, mais Ugluk n'avait pas le temps de s'amuser. Il le soigna à la manière des orques, de façon brusque et rude, et une fois toutes les actions exécutées, Merry se tenait debout, plein de vie. Comme quoi? Tiens, Pipin, dit-il, ainsi tu prends part à cette expédition, toi aussi. Où va-t-on trouver un lit et le petit déjeuner? Allons, dit Ugluk. pas de ça. Bouclez-la, pas de parlotte entre vous. Ils continuent alors leur route, descendant un ravin, les 2 hobbits séparés par une 12aine d'orques. Ils arrivent enfin sur une pelouse et le moral de ces 2 derniers remonte un petit peu. À chaque instant, Pipin s'imagine le visage de Grandpa penché sur leurs traces. C'est alors qu'un brouillard lui donne une idée. Il s'écarte légèrement du groupe et se jette par terre. Aucun espoir d'évasion, mais il lui aura laissé ses propres traces au moins. Il tâtonne alors sa broche et la dégrafe de sa cape pour la laisser au sol. Non sans raison tombent les feuilles de la laurier. Ouh. Mais on peut déjà avoir... On a une première note ici des soins, en tout cas, ou de la médecine urukai ou orc, plus généralement. Et ça, c'est assez curieux. On va voir dans ce chapitre d'autres manières qu'ils ont de se donner de l'énergie, aussi avec une sorte de boisson là, qui réchauffe et qui leur donne une forme de vie un peu étrange. Pas très saine, hein, ils le décrivent comme pas très saine, mais en tout cas efficace. Néanmoins. Donc ça fait quand même réfléchir sur les techniques et l'artisanat orc et gobelin qui existent. Donc ils ont quand même une certaine forme de connaissance, en tout cas de la médecine, voilà, Ouais, ils ont leur de l'artisanat. propre liqueur liquide, en tout cas, Bah, qu'ils font... Ils en donnent déjà à Merry Pipin dans la partie que tu viens de résumer. Tu n'as pas gardé ça, mais... Si, je viens de le lire. Ah oui, voilà. excuse-moi. Il lui applique une matière noire Oui, sur, c'est ça, oui. sur sa blessure, et puis il explique qu'il lui donne un peu Ah, d'accord, ok. d'huile, mais peut-être que j'ai pas dit d'huile spécifiquement, mais Ouais. enfin,
de la manière dont je l'ai lu, c'est exactement ce qu'on voit dans le film. Hein. Ça Ouais, vient c'est ça. d'une gourde comme si c'était Ça pourrait être du sang d'ailleurs. de l'huile de moteur. Ouais, c'est mais ça. c'est plus que du sang parce que Oui. il le décrit. Enfin, Tolkien décrit vraiment la manière dont ils ressentent ça à l'intérieur et ça leur donne vraiment de la chaleur venant de l'intérieur et ils oublient leur fatigue des membres grâce à ça. Donc, En tout cas, il dit un peu plus loin que le liquide chaud que les orques leur ont donné continue de faire effet et qui du coup mais du arrive coup- à suivre la marche accélérée des donc orques. c'est presque une forme de médecine presque elfique puisque c'est pas une forme de médecine C'est ce que j'allais dire. humaine puisque les hommes n'ont pas ça, ils n'ont pas des liquides qui permettent de redonner de la force aussi. Oh, aussi. si, on en a. De la bonne bière au beurre. Non, mais vraiment, ils n'ont pas des liquides qui donnent de la force comme ça, comme une forme de magie. Mais les elfes en ont, bien. Et on peut faire ça, on peut mettre ça en parallèle. Oui, je sais pas si c'est elfique ou si c'est juste ce que Gandalf a lors du Caradras. qui Oui, est mais aussi c'est le boisson liqueur, antique, elle vient de Le faire Miruvor. Ouais, c'est C'est ça. la Mirouvor, et c'est ce que Frodon et Sam goûtent pour la première fois dans la première forêt à la sortie de la comté. Bah, justement, Et, je trouve qu'il y a un certain parallèle dans la construction de la narration et de l'intrigue. Au début, pas au deuxième chapitre ou au troisième chapitre, mais au début de la communauté de l'anneau, les hobbits rencontraient les elfes qui les amenaient dans cet endroit enchanteresque dans la forêt, ou à la lisière de la forêt, où toute la nature se courbait à leur volonté pour leur créer un palais magnifique, où ils goûtaient des choses délicieuses qu'ils n'avaient jamais mangées. Et bien là, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est tout l'inverse. Ouais. C'est des orques qui leur offrent cette liqueur assez répugnante, mais qui au final leur procure des effets Bénéfique. bénéfiques, Ouais. qui les aident à tenir. Et ils sont proches de cette forêt de Fangorn, qui est plutôt mystérieuse et plus C'est inquiétante vrai. que la première forêt qu'ils avaient rencontrée. C'est vrai on peut y faire un parallèle. Mais en tout cas, voilà, se demander d'où ces orques, malgré leur brutalité apparente, tiennent une forme quand même de médecine et de magie qui a l'air efficace. C'est peut-être donné par Sauron. Ou... Pour le coup, là, on parle Dans son d'Uruk-hai, infinie bonté. On parle d'Uruk-hai et d'Isengard. On pourrait aussi imaginer que c'est peut-être Saruman qui leur Ouais, a aussi. fait parvenir ce genre de choses. Mais ouais. Je reviendrai sur un petit élément dont on a discuté sur les derniers épisodes où je disais, on parlait de la structure et du découpage des récits par rapport à chaque personnage, et on avait dit que toute cette partie-ci serait en fait comptée par Merry et Pipin a posteriori, alors que du coup pas du tout. J'étais surpris en reprenant la lecture ici du chapitre 3, qu'en fait non, on est bien dans le présent Oui, c'est vrai. de Merry et Pipin. J'avais Donc la moitié du livre sera donc découpée. Enfin, de toute façon, après, ils vont se rejoindre assez Ils vite vont se avec rejoindre. le groupe d'Aragorn. Spoiler. mais même pas tant que ça, en fait. Parce que... Bah, Pas si vite que ça. bah si. Non, parce qu'ils vont rester dans Fangorn Ah, c'est vrai. tout du long. Ils Et il vont va y rester dans avoir Fangorn. complètement le gouffre de Helm entre-temps. Et Ah ils se oui, tout à retrouvent fait. seulement à Isengard quand la compagnie du roi... Mais nous ne suivrons et les plus autres. les déboires de Merry et Pipin, par contre. Dans mon souvenir, on ne va plus suivre ce qu'il va leur arriver, Ne parlons parce pas qu'ils vont trop être confiés aux mains de Sylvebarbe, Ouais. et que eux vont les retrouver, si mes souvenirs sont bons, après le gouffre de Helm. Mais tout se passe beaucoup plus vite que dans les films, c'est ça aussi qui est un peu perturbant. Ouais. C'est que le souvenir des films vient un peu Ouais. En fait, pour un peu chahuter tout ça. Désolé pour le spoil, mais bon, voilà, comme ça on peut discuter un peu de ça. Je m'en souviens très bien, vu que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai lu cet été. Ils se retrouvent, un peu comme dans les films où ils sont en train de fumer la pipe et manger du voilà, enfin, À porc, festoyer et à du- fumer. Oui, c'est ça, du porc salé à côté du garde-manger de Saruman. Donc Ghibli d'ailleurs fait sa fameuse remarque, etc. Et c'est tout à fait quand Théoden, Gandalf, Aragorn et compagnie ont fini la bataille du gouffre de Helm, qui ont été sauvés par tous les Rohirrim bien qui sont sûr. arrivés, etc. Et qui partent en vitesse pour arrêter Saruman, en fait. Oui. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils se retrouvent. Ouais, Oui, tout c'est vrai. s'enchaîne. Donc ce n'est Et pas eux encore. ont déjà fini la bataille avec... Je confonds toujours parce qu'ils vont retrouver quelqu'un dans la forêt de Fangorn, mais du coup, j'oublie toujours qu'effectivement, ce n'est pas encore Merry et Pipin. Ouais. Ce sera qui? Je ne sais pas. Ah, Personne ma ne sait. foi, mais- ma foi. Un vieillard étrange qui n'est pas encapuchonné mais qui porte un chapeau. D'ailleurs, vous nous l'avez fait remarquer en commentaire et par message aussi. La semaine dernière, on parlait d'un étrange aigle aperçu par Legolas et on se demandait qu'est-ce qu'il faisait. Mais peut-être qu'on va bientôt apprendre, en tout cas peut-être pas dans cet épisode, mais dans l'épisode prochain, on va bientôt apprendre de quel aigle il s'agissait. Ah ouais. Voilà. En Ça, tout j'ai cas, pas du tout souvenir de sachez ça. que on est, voilà, j'ai vu vos messages. Effectivement, je pense que vous avez raison. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Pour Merry et Pipin, le reste du voyage semble n'être qu'un long cauchemar fiévreux.
Ils courent, s'efforçant de garder la cadence des orques, fouettés, et s'ils s'arrêtent ou trébuchent, ils sont saisis et traînés par des mains crochues et indélicates. Les effets de la boisson orque ont maintenant disparu. Pipin a froid, et il est de nouveau malade. Alors qu'il est porté après s'être une nouvelle fois effondré au sol, à moitié inconscient, il discerne vaguement des vociférations autour de lui. De nombreux orques demandent une halte. Ouglouk crie. Pipin est jeté à terre, et rapidement happé par un orque peu délicat qui se remet en marche. Brève pause, puis de longues heures s'écoulent ainsi entre somnolence, douleur et conscience altérée, et ce n'est qu'au matin qu'il reprend ses esprits alors qu'il est rudement jeté sur l'herbe. Sa tête tourne, il lutte pour ne pas désespérer, et devine à la chaleur de son corps qu'on lui a administré une nouvelle dose de la liqueur. Un orque lui jette un morceau de pain et de la chair séchée dont il n'ose imaginer la provenance. Il mange avidement le pain gris et rassis, mais bien qu'affamé comme seul un hobbit peut l'être, il ne touche pas la viande. Il regarde autour de lui. Merry est proche. Il se trouve près des berges d'une rivière étroite et rapide. Devant eux, des montagnes et la tache sombre d'une forêt s'étend sur les pentes inférieures. Ils sont proches de Fangorn, bien que Pipin l'ignore. Une querelle semble sur le point d'éclater entre les orques du nord et les Isangardiens. Certains désignent le sud derrière eux et d'autres l'est. Leur chef Ouglouk s'exprime. « Bon, laissez-les-moi dans ce cas. Pas de tuerie, je vous l'ai déjà dit. Mais si vous voulez jeter ce que nous sommes venus chercher si loin, jetez-le. Je m'en occuperai. Laissez le combattant Uruk-hai faire le travail, comme d'habitude. Si vous avez peur des peaux blanches, allez-y, courez, courez, voilà la forêt, allez-y. C'est votre meilleur espoir. Filez, et vite, avant que je ne fasse sauter encore quelques têtes pour mettre un peu de bon sens dans les autres. » Après avoir vociféré et injurié, la plupart des orques du Nord, plus d'une centaine, filent à fond de train, courant le long de la rive vers les montagnes. Les hobbits demeurent avec les Isangardiens, qui sont un peu moins d'une centaine. Ils sont grands, basanés, aux yeux bridés, armés de grands arcs et de courtes épées à larges lames. Quelques-uns de ceux du Nord, les plus grands et les plus hardis, sont restés avec eux. « Et maintenant, nous allons nous occuper de Grishnak, » dit Ouglouk. « Je sais que ces maudits palefreniers ont eu vent de nous, mais c'est entièrement ta faute, Snaga. Toi et les autres éclaireurs, vous mériteriez qu'on vous arrache les oreilles. Mais nous sommes les combattants. Ce soir, nous aurons de la viande fraîche, mes amis. À ce moment, de l'est viennent des cris rauques. Le fameux Grishnak réapparaît, et derrière lui, une quarantaine d'autres semblables à lui. Des orques aux longs bras et aux jambes torses. Leur bouclier porte un œil rouge peint. Ouglouk s'avance à leur rencontre. « Vous voilà donc revenus ? Vous avez réfléchi, hein ?» Je suis revenu pour voir à ce que les ordres soient exécutés et veiller à la sécurité des prisonniers. Vraiment ? Inutile. Je veillerai à ce que les ordres soient exécutés sous mon commandement. Et pour quelle autre raison êtes-vous revenu ? Auriez-vous oublié quelque chose ? J'ai laissé là un imbécile, mais il y avait avec lui de grands et forts gaillards, trop bons pour qu'on les perde. Je savais que vous gâcheriez leur talent, alors je suis venu les aider. Leur échange continue ainsi, entre insultes à peine voilées, railleries et provocations. On apprend notamment que la troupe de Grishnak était celle qui suivait le Nazgûl, ailé, abattu par Legolas quelques jours auparavant, ce qui fait bien rire Ouglouk. Mais ces bêtes, comme le rappelle l'orque du Mordor, ne s'aventurent pas encore au-delà du grand fleuve. Elles sont réservées à la guerre, et à d'autres fins, comprenez donc à trouver l'anneau. En attendant, l'Uruk-hai de l'Isengard peut faire le sale travail, comme toujours. Allez, ne restez pas là à baver, rassemblez votre cohue. Les autres porcs se ruent vers la forêt. Vous feriez mieux de les suivre. Filez tout de suite, je serai sur vos talons. Les Isangardiens embarquent les hobbits sur leur dos et se mettent en route. Ils courent ainsi pendant des heures et passent petit à petit au travers des orques du Mordor. Bientôt, ils gagnent aussi sur ceux du Nord devant eux. La forêt est de plus en plus proche. La troupe d'Ouglouk rattrape ceux du Nord dans l'après-midi. « Des larves ! Vous êtes cuits ! Les peaux blanches vont vous rattraper et vous manger ! Elles arrivent !» Pour eux, il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Des cavaliers, allant grand train, ont en effet été repérés encore loin en arrière, mais gagnant du terrain sur les orques. Le soleil baisse, les ombres s'étendent sur le pays, tous les orques redoublent leur cadence. Se retournant, Pipin aperçoit les cavaliers à leurs trousses qui arrivent déjà au niveau des orques les plus lents. Armés de lances, portant des casques, ils cernent presque les rejetons de Morgoth. Il se demande vivement de quel genre de gens il s'agit. Il regrette alors de ne pas en avoir appris davantage à Fontcombe ou de n'avoir pas regardé de plus près les cartes. Mais comment sauront-ils qui nous sommes et que nous ne sommes pas des orques, se demande-t-il. Je ne pense pas qu'ils aient jamais entendu parler des hobbits par ici. Le plus probable est que lui et Merry soient tués avec leurs ravisseurs avant même que les hommes du Rohan ne s'aperçoivent de leur existence.
Certains des cavaliers semblent être des archers, capables de tirer en pleine course. Venant rapidement à la portée des orques, ils décochent leurs flèches sur les orques qui avancent derrière à la débandade, et plusieurs de ceux-ci tombent. Puis, les cavaliers se détournent et passent hors de portée de leurs ennemis. La même chose se reproduit plusieurs fois, et en une occasion, les flèches tombent parmi les Isangardiens. L'un d'eux, juste devant Pipin, trébuche et ne se relève point. La nuit tombe sans que les cavaliers n'aient cerné les orques pour leur combat. Bien qu'ils soient nombreux à être tombés, il en reste bien 200. Au coucher du soleil, ils arrivent à une butte. La lisière de la forêt n'est qu'à quelques centaines de mètres, mais ils ne peuvent aller plus loin. Les cavaliers les ont encerclés. Une petite bande désobéit aux ordres d'Uglouk et court vers la forêt. 3 seulement reviennent. « Mettez ces semi-hommes à terre, surveillez-les. Ils ne doivent pas être tués, à moins que les immondes peaux blanches ne nous enfoncent, compris ? Tant que je serai vivant, j'y tiens. Mais ils ne doivent pas appeler et ils ne doivent pas être délivrés. Ligotez-leur les jambes. » La dernière partie de l'ordre est exécutée sans merci. Mais Pipin s'aperçoit pour la première fois qu'il est tout près de Merry. Les orques font beaucoup de bruit, crient et heurtent leurs armes, et les hobbits ne peuvent échanger que quelques mots à voix basse à propos de Lambas avant de se faire interrompre par de solides coups de pied d'orques dans les côtes pour les faire taire. La nuit est froide et silencieuse. Des petits feux de bivouac s'élèvent dans un cercle complet rouge et or dans les ténèbres tout autour de la butte sur laquelle les orques sont rassemblés. Ils sont à portée d'arc, mais les cavaliers ne montrent pas leur silhouette devant la lumière, et les orques gâchent un grand nombre de flèches en tirant sur les feux. « Ils vont atteindre le soleil! Malédiction! Pourquoi est-ce qu'on ne se rassemble pas tous pour les charger ?»« Inutile d'essayer. Ils ne feraient que déguerpir en poussant des cris, et ces immondes palefreniers sont assez nombreux pour nous décimer tous sur le plat. Ces peaux blanches ont de meilleurs yeux de nuit que la plupart des hommes, d'après tout ce que j'ai entendu dire, et n'oublie pas leurs chevaux. Ils peuvent voir le vent nocturne, ou en tout cas on le dit. Mais il est une chose que ces malins ne savent pas. Mohor et ses gars sont dans la forêt, et ils ne devraient pas tarder à se montrer. » Les paroles d'Uglouk suffisent à satisfaire les Isangardiens, mais les autres sont découragés et rebelles. Ils postent quelques veilleurs, mais la plupart sont étendus sur le sol et se reposent dans l'obscurité. La lune passe à l'ouest, et Pipin ne voit plus rien à quelques pas. Les feux n'apportent aucune lumière à la butte. Mais les cavaliers du Rohan ne se contentent toutefois pas d'attendre simplement l'aube et de laisser leurs ennemis se reposer. Il semble que quelques-uns se sont approchés en silence du bord du camp pour abattre des orques avant de prendre la fuite. Une panique monte dans les rangs que Uglouk tente de calmer. Pipin et Merry se redressent. Leurs gardiens Isangardiens sont partis avec Uglouk, les laissant seuls avec Grishnak et ceux du Mordor. « Alors, mes petits, on jouit d'un doux moment de repos, ou non ? Un peu mal placé, peut-être. Des épées et des fouets d'un côté, et de vilaines lances de l'autre. Les petites gens feraient mieux de ne pas se mêler d'affaires trop grandes pour eux. » Alors qu'il est saisi par le cou de ses doigts froids et crochus, il approche son visage d'eux, leur faisant sentir son haleine fétide et les dévorant de ses yeux pâles, mais ardents. Eh ben, Comment passer après Julien après une telle performance? Ah là là. j'espère que notre voice acting vous plaira. C'est le doubleur du groupe, hein, c'est pour ça. Ben ouais, mais j'étais en train de regarder un truc, moi, je me posais la question. Dis-nous, FX. Ah, c'était pas tes mails ou ton agenda? Dis-nous. C'est par rapport à Uglouk, en fait, je me demandais s'il était bel et bien dans le film. Enfin, Oui. on sait que c'est lui qui fait cette fameuse phrase que tu as faite ici d'ailleurs. Hein. C'est lui qui Meat is back on the menu, boys. C'est lui qui décapite Ouais. Grishnak ou Snaga, l'un des deux, je ne sais plus Ouais. dans le film comment ils sont appelés. Ouais. Parce que je me posais la question, du coup, de l'Urt qu'on a créé pour faire un peu un méchant de fin de film, Mhm. de fin du premier. Dans le 1, ouais. Alors que c'est clairement un peu Uglouk, le chef de leur compagnie, quoi. Je voulais un peu voir. Bah, c'est juste qu'ils ont dû faire une sorte de gars qui allait affronter Aragorn. Mhm. Et qui allait abattre Boromir pour, j'imagine aussi, rendre justice à Boromir et qu'il ne se fasse Ouais. pas abattre par un orque aléatoire, Ouais, c'est ça. et que ce soit par un adversaire digne. Ouais. Mais effectivement, Uglouk, ouais, qui est là, un chef C'est le vrai chef Une de la trempe. bande. qu'on aperçoit Oui. très peu dans les films. Hein, mais Oui, et mais qui est appelé Uglouk sur IMDb, donc il s'appelle vraiment comme ça. Mhm. Mhm. Je viens de voir d'ailleurs en regardant qu'il y avait Aldor, je pense que c'est cet elfe, un elfe du Conseil d'Elrond qui parle. Ouais. Oui, bah,
on avait parlé par le passé aussi qu'on trouvait ça dommage qu'il n'y avait pas un peu plus ces elfes-là En tout cas, qui ne parlaient pas. Et en fait, il est noté sur IMDb au nom de Haldor. Donc, encore une fois, des petites intentions, même s'ils n'ont pas pu faire parler ces personnages parce que je suppose que ça prenait trop de place. Petite intention, le personnage est quand même là. Et il est crédité en tant que tel dans le film. Voilà. Et donc, Urluk est bel et bien aussi crédité de ce nom-là. Voilà, je voulais vérifier, mais ça fait toujours plaisir. Mais... Bah, c'est lui qui aura sa tête, qui finira sur une pique. En tout cas, dans les films, c'est la sienne. Dans les films, ouais. Ah oui. Une pensée traverse alors l'esprit de Pipin. Grishnak sait pour l'anneau. Il le cherche, pendant qu'Ougluk est occupé ailleurs. Il veut sans doute se l'approprier, et alors même qu'une peur glaciale lui étreint le cœur, Pipin se demande quel usage il pourrait tirer du désir de Grishnak. Vous n'allez pas le trouver comme ça, je pense. Il n'est pas facile à trouver. Le trouver? Dit Grishnak. Ses doigts cessent alors de tâtonner et agrippent l'épaule de Pipin. Trouver quoi? De quoi parles-tu, Nabo? Pipin reste silencieux. Puis soudain, dans les ténèbres, il produit un son dans sa gorge. Gollum! Gollum! Rien, mon trésor. Grishnak contracte aussitôt ses doigts sur l'épaule des hobbits. « Oh, oh !» fait doucement le gobelin. « C'est ça qu'il veut dire, hein? Très, très dangereux, mes Nabo. »« Peut-être bien, dit Merry, maintenant alerte et au fait des déductions de Pipin. Peut-être, et pas seulement pour nous. N'empêche, vous savez mieux que personne ce que vous avez à faire. Le voulez-vous, oui ou non? Et qu'êtes-vous prêt à donner pour l'avoir ?»« Si je le veux, dit Grishnak, comme interloqué, mais ses bras tremblent. Ce que je donnerais pour l'avoir, qu'entends-tu par là? Nous entendons, dit Pipin, qu'il ne sert à rien de tâter dans le noir. Nous pourrions vous épargner beaucoup de temps et d'efforts, mais vous devez d'abord nous délier les jambes, sans quoi nous n'allons rien faire ni rien dire. Mes chers et tendres petits nigauds, souffle alors Grishnak, tout ce que vous avez et tout ce que vous savez, tout cela vous sera soutiré en temps voulu, tout. Vous souhaiterez pouvoir en dire plus pour satisfaire le questionneur. Oh oui, très bientôt. Ne précipitons pas l'enquête, surtout pas. Pourquoi croyez-vous qu'on vous a maintenu en vie? Je vous prie de me croire, mes chers petits amis, quand je vous dis que ce n'était pas par gentillesse. Voilà au moins un défaut qu'on ne saurait reprocher à Ougluk. Je n'ai aucun mal à croire cela, dit Merry. Mais vous n'avez pas encore ramené votre butin à la maison et il n'est pas prêt d'aller de votre côté, on dirait. Quoi qu'il arrive, si nous parvenons à Isengard, le grand Grishnak n'en retirera pas le moindre avantage. Saruman prendra tout ce qu'il pourra trouver. S'il y a quelque chose que vous désirez, c'est le moment de conclure un marché. Grishnak commence alors à s'emporter. Le nom de Saruman semble particulièrement l'énerver, mais il se calme bientôt. « L'avez-vous, toi, ou bien toi ?» dit-il d'une voix rageuse. « Gollum, Gollum !» fait alors Pipin. « Déliez-nous les jambes, dit Merry. » L'orque se met alors à le secouer furieusement. « Vous déliez les jambes, je vais vous délier tous les tendons du corps. Me croyez-vous incapable de vous fouiller jusqu'aux os? Vous fouillez. Je vais vous mettre en lambeaux encore tout palpitants, tous les deux. Je n'ai pas besoin de vos jambes pour vous amener loin d'ici et vous avoir pour moi tout seul. » Soudain, il les saisit. Sa force est terrifiante. Il les porte chacun sous une aisselle, les pressant brutalement contre ses côtes. Puis il s'élance, prenant soin de se baisser. Il s'éloigne de la butte, passant dans la nuit comme une ombre maléfique, et il se dirige vers la rivière débouchant vers la forêt. Il y a de ce côté un vaste espace vide où ne brûle qu'un seul feu. Au bout d'une trentaine de pieds, il s'arrête et scrute les alentours, l'ouïe tendue. Rien ne se voit. Pas un son ne trouble la nuit. Il continue à pas de loup, presque plié en deux, puis il s'accroupit et dresse de nouveau l'oreille. Il se relève, comme prêt à risquer une course précipitée. À cet instant même, la forme d'un cavalier surgit entre les ombres devant lui. Un cheval s'ébroue et se cabre. Un homme appelle dans la nuit. Grishnak se jette face contre terre, tenant toujours les hobbits sous lui. Il tire son épée. Cette dernière teinte faiblement et émet un éclat à la lueur du feu de camp. Une flèche siffle dans l'obscurité. Le tir est juste ou guidé par le sort, et la flèche se plante dans sa main droite. Il laisse tomber son arme avec un cri aigu. Il y a un vif roulement de sabots, et au même moment où Grishnak se relève d'un bond pour prendre la fuite, une lance le traverse de part en part. Il pousse un hurlement à donner la chair de poule, puis il demeure étendu, immobile.
Les hobbits restent à plat ventre sur le sol. Un second cavalier vient rapidement prêter main forte à son camarade. Le cheval, en raison de sa vue particulièrement fine ou de quelque autre sens, se soulève et les enjambe avec légèreté, mais son cavalier ne les voit aucunement, enveloppés dans leur cape elfique, momentanément accablés et paralysés par la crainte. Merry et Pippin entendent des cris et des hurlements qui proviennent de la butte. Ils en concluent que leur disparition a été découverte. Les cavaliers s'exposant au tir orc referment leur anneau autour de la butte de manière à empêcher toute sortie. Tout à coup, les hobbits se rendent compte, sans avoir bougé, qu'ils se trouvent maintenant en dehors du cercle. Plus rien ne se dresse entre eux et la liberté. Mais ils doivent encore se libérer les jambes et les mains. Par chance, les liens qui coincent leurs mains sont faciles à enlever, et avant de chercher de quoi délier les liens qui tiennent leurs jambes, Pippin décide qu'il est plus urgent de manger un peu de lambasse. Il sort alors un paquet de sa poche. Les gâteaux sont en pièces, mais ils demeurent frais, encore dans leur emballage de feuilles. Les hobbits en mangent chacun 2 ou 3 morceaux. Le goût leur rappelle les beaux visages et les rires et la nourriture saine des jours tranquilles, désormais très lointains. Ils restent un moment à manger, d'un air pensif, assis dans l'obscurité, sans faire attention aux cris et au fracas des armes qui s'élèvent non loin. Pippin est le premier à revenir au présent. Il faut partir, dit-il. L'épée de Grishnak gise à portée de leurs mains, mais elle est trop lourde et trop incommode pour eux. Aussi, ils rampent un peu plus loin, et sur le corps du gobelin, ils trouvent et dégainent un long couteau. Sa lame tranchante vient rapidement à bout de leur lien. Ils décident de commencer par ramper pour s'éloigner. Le gazon est épais et moelleux, et c'est tant mieux, mais la tâche leur paraît longue et lente. Ils se traînent jusqu'au bord de la rivière, et là ils se retournent. Les bruits sont éteints. Les cavaliers ont repris leur veille silencieuse et menaçante. Il est temps de se mettre à couvert, car la nuit est déjà vieille, et le ciel commence à pâlir. Le lambas leur procurant une sensation plus saine que la chaleur de la boisson orque, ils arrivent sans peine à se lever. Ils prennent à droite et marchent maintenant lentement côte à côte, suivant le bord de la rivière. La lumière croît dans l'est derrière eux, et bientôt, tout en marchant, ils échangent leurs impressions, causant plaisamment, à la manière hobbit, de tout ce qui leur était arrivé depuis leur enlèvement. Quiconque les eût entendus ne se serait jamais douté des atroces souffrances endurées, du péril mortel auquel ils venaient d'échapper, inexorablement emportés vers le tourment et la mort, ni du peu de chance qu'ils avaient, même alors, de retrouver amis ou sécurité, ce dont ils étaient parfaitement conscients. « Tu t'en es bien tiré, ça m'a tout l'air, maître Touc, dit Merry. Ça te vaudra quasiment un chapitre dans le livre du vieux Bilbon, si jamais j'ai la chance de lui rendre compte. Bien joué, surtout d'avoir compris le petit manège de ce monstre poilu et excité sa convoitise. Mais je me demande si quelqu'un finira par découvrir les traces et trouver cette broche. Ça m'ennuierait de perdre la mienne, mais j'ai bien peur que la tienne soit disparue pour de bon. Mais bon, tout le mérite ne te revient pas, hein. C'est à moi de me mettre en avant. Je ne pense pas que tu aies quelque idée d'où nous sommes. Pour ma part, j'ai fait meilleur usage de mes temps libres à Fontcombe. Nous marchons exactement vers l'ouest, le long de l'Antaluve. Le bout des montagnes de brume est devant, ainsi que la forêt de Fangorn. Alors même qu'ils prononcent ces mots, la lisière sombre et menaçante de la forêt surgit droit devant eux. La nuit semble avoir trouvé refuge sous ces grands arbres, fuyant l'aurore imminente. Ils décident alors de s'enfoncer dans ces bois, à l'abri de tout regard ou de toute bataille. Loin, au-delà du grand fleuve et des terres brunes, à des lieues et des lieues grises de là, l'aurore paraît, rouge comme flamme. Les corps de chasse sonnent puissamment pour l'accueillir. Les cavaliers du rang s'animent soudain. Les corps encore se répondent. Merry et Pippin entendent, clair dans l'air froid, le hennissement des montures de guerre et le chant soudain de nombreux hommes. Baignés par le rougeoiement de l'aube, ils aperçoivent les cavaliers chargeant de l'est. Lances et côtes de mailles étincelantes au soleil. Des orques à grands cris tirent toutes les flèches qu'il leur reste. Les hobbits voient tomber plusieurs cavaliers, mais leur rang balaye la colline sans se rompre, avant de faire demi-tour pour revenir à la charge. Chez les orques, la plupart des survivants se débandent alors, fuyant de tous côtés, poursuivis à mort un par un. Mais une bande de résistants, réunis en une pointe noire, pousse résolument en direction de la forêt. Ils chargent tout droit vers la pente en direction des 2 observateurs. Ils s'approchent rapidement et leur évasion semble de plus en plus probable. Ils ont déjà abattu 3 cavaliers qui leur barraient la route. « Nous sommes restés trop longtemps à observer, dit Merry. Voilà Ouglock, je n'ai pas envie de les revoir. » Les hobbits tournent le dos à la plaine et s'enfoncent dans les ombres du bois. Ainsi, ils ne furent pas témoins des derniers instants de la bataille, quand Ouglook fut frappé puis acculé à la lisière même de Fangorn. Là, il fut enfin terrassé par Éomer, 3e maréchal de la Marche, qui mit pied à terre et croisa le fer avec lui. Et de par les vastes prairies, les cavaliers aux yeux perçants traquèrent les quelques orques qui s'étaient échappés et qui avaient encore la force de fuir. Enfin,
Lorsqu'ils eurent élevé un tertre pour leurs camarades tombés et chanté leurs louanges, les cavaliers allumèrent un grand feu et dispersèrent les cendres de leurs ennemis. Ainsi finit leur incursion, et aucune nouvelle n'en revint jamais en Mordor ou en Isengard. Mais la fumée du brasier s'éleva haut dans les airs et fut observée de nombreux regards attentifs. Ouh, ouais encore une fois, pour un homme qui ne voulait pas écrire un livre d'action, Ouais, c'est vrai que pour le coup, on a une belle bataille assez bien décrite. c'est épique, hein, franchement. Ouais, Ah, on a les images. Hein. ouais. Ouais, tout est là, quoi. Et évidemment, ce qui me frappe le plus dans cette partie, c'est évidemment le caractère très hobbit de Merry et Pippin, Mhm. qui au milieu du drame, hein, ils sont même pas encore déliés leurs jambes, ils n'ont même pas encore fui, ils sont encore presque à quelques mètres de la bataille qu'ils décident de manger. Moi, je vois bien vraiment le moment où genre ils sont jetés au sol, écran noir, et puis l'écran redevient clair et on voit juste les deux hobbits qui se redressent comme ça, avec en flou derrière, Un peu de en lambache. arrière-plan, des scènes de bataille atroces, et eux qui sont là, je vais manger un petit truc, Après, ils avec sont le vraiment... son qui revient progressivement. S'ils sont aussi fatigués que Merry l'était, etc., un peu de lambasse leur permet... Ils en ont besoin. Il est même dit, d'ailleurs, Pipin est le premier à revenir un peu à la réalité, que je crois qu'ils Oui. étaient un peu Oui, fatigués, sonnés, et la lambasse dans Mais tout de son même. caractère elfique, Mais tout de même, et puis après, ils prennent le temps, quand ils s'échappent, de de discuter comme si rien ne s'était passé. discutailler en marchant, alors que la bataille est encore présente, et ils sont là en mode, bon, alors... plutôt bien joué, monsieur Touk. Et ils ont un flegme très anglais, Ouais. je trouve très british. Ouais, Où j'imagine, enfin moi c'est en tout cas dans mon imaginaire comme ça que j'en imagine certains qui même dans les tranchées arrivent à garder une certaine forme de dignité ou d'élégance, Ouais. ouais. alors qu'autour d'eux c'est la C'est catastrophe. atroce. Ouais. Mais donc voilà, ces deux hobbits qui finalement paraissaient pas les plus courageux se retrouvent quand même embarqués dans les pires circonstances. Hein. Ils se sont bien et- sortis, et hein, le- c'est un peu grâce à leur ingéniosité qu'ils sont. Et le pu pire est sortir. à venir, donc pour moi on est qu'au début de l'ingéniosité de nos deux Mhm. hobbits. Ah, après, le pire est à venir, c'est quand même... Cette Bah, fois, ils vont se retrouver à la merci d'une troupe Uruk-hai. C'est quand même pas la position la plus confortable. Pas le pire, mais je dirais même plutôt le mieux en fait. Pour eux. La chose, les événements pour lesquels ils vont pouvoir montrer le plus de courage et Oui. d'audace. Ils vont se retrouver dans les plus grandes batailles, c'est surtout Ouais, ça. et en être un peu les deux Et en première ligne. vainqueurs et instigateurs Ouais. de la défense, on va dire, de la forêt de Fangorn. Mais c'est vrai qu'il y a un danger que j'avais oublié, qui est rappelé par Grishnak, c'est le fait que effectivement ils sont au milieu d'une troupe d'orques. Même quand on voit le film, ça nous paraît un peu anecdotique vu qu'ils en sont vite libérés et qu'on les voit peu en leur présence et que ici ça ne dure qu'un chapitre, donc ça va, ça paraît assez bref. Mais le danger qu'il y a à rester avec ces orques ou éventuellement être pris par les orques du Mordor est quand même terrible parce que comme Grishnak le répète, s'ils sont amenés à Sauron ou à Saruman, mais plutôt Sauron, s'ils étaient amenés à Sauron vivant, ce ne serait pas par sympathie et par délicatesse, ce serait Ouais. pour être torturé Ouais. jusqu'à la folie. Et ça rappelle en fait je pense pas que c'est déjà évoqué dans le... ou peut-être que ça avait été évoqué dans le premier livre de pourquoi Gollum avait été laissé vivant et on en avait discuté un petit peu. Si, oui, bien sûr. C'est parce qu'en fait, Sauron, il exercerait vraiment un sadisme pur. C'est quiconque a été lié à son anneau, a essayé de s'en emparer ou de le lui cacher, serait torturé C'est Gandalf qui évoque ça. aux dernières Frodon. limites oui. en fait. Et c'est pour ça qu'il avait notamment libéré Gollum et qu'il ne l'avait pas achevé. Ouais. C'était pour le laisser errer dans cette souffrance presque éternelle. Et c'est ça Et puis, que En Gandalf. plus qu'il allait l'aider à retrouver son Oui, anneau c'est ça. potentiellement. Gandalf évoque ça à Frodon, en disant que si jamais il est attrapé, il ne sera pas tué et qu'il Mhm. sera bien gardé en vie parce que ce sera la plus grosse des tortures pour lui, quoi. Ouais. C'est d'être en vie sans l'anneau. Donc c'est vrai que ouais, c'était un peu. C'est vrai que pour un méchant, bon, qui est clairement l'incarnation du mal, hein, Sauron, Ouais. mais on en a déjà parlé qu'il y a quand même un but. Enfin, qui est cet homme un peu industrialisé, un peu avec son but enfin, voilà, qui finalement est un peu sadique pur dans ce cas-ci. Quel quoi. but tu parles? Bah, en tout cas, cette idée de démolition, de prendre le pouvoir, mais qui Oui, le c'est- fait. J'avais entendu un peu la différence entre Sauron et Morgoth, c'était que Morgoth n'avait cette envie que de destruction, et que Ouais. Sauron
avait même envie... Attention que j'ai pas envie de trop me lancer dans le débat non plus parce que j'ai pas toutes les idées en place à ce niveau-là, mais que Sauron lui était beaucoup plus organisé en fait et au final restait en tant que Maillard et pas Valar. Lui, il veut régner, il veut avoir le pouvoir sur toute la Terre du Milieu, il veut l'administrer en fait plus que Morgoth qui lui n'était pas vraiment là-dedans. Oui, c'est ça. Mais Morgoth, il avait plus un esprit. C'est ça, quoi. Corrompre et détruire. Et Sauron a un petit peu plus ce côté de moi par contre je vais faire ça. Ouais, c'est ça. Je vais faire un peu mieux. Je vais avoir. Enfin voilà, je vais m'organiser un peu mieux. Après, ça reste un lieutenant de Morgoth. Oui. Il sert Morgoth dans le fond, la volonté de Morgoth. Maintenant, il peut se servir lui-même aussi, dans un sens. Oui, bien sûr, mais lui-même pour devenir le Seigneur Sombre, pour rester le Seigneur Sombre et devenir maître de la Terre du Milieu. Ouais, mais je crois qu'on peut quand même... toujours en servant. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut dire que c'est la volonté de Morgoth qui s'exerce par Sauron, puisque c'est Morgoth qui a corrompu Sauron. Qui l'a corrompu, bien sûr. Mais ouais, mais chapitre intéressant. C'est la première fois qu'on rentre vraiment dans le, j'allais dire, le côté humain des Uruk-hai, parce qu'on les entend parler, etc. Est-ce qu'on peut parler d'un côté humain? Je ne sais pas, mais en tout cas... Qui parle la langue commune, en tout cas. Ils ont des sentiments, mon ami. Mais ils ont des sentiments, ils parlent, ils se moquent les uns des autres. Voilà. Moi, pour le coup, ce sont mes passages préférés dans les 2 tours, qui est d'ailleurs mon livre préféré des 3. Ouais. Je trouve que c'est celui qui est le plus riche en événements, en actions et en beaux moments pour nos personnages. Mais j'adore particulièrement les moments où on est avec les orques, parce qu'ils sont un peu moins clichés que dans les films, et on se rend compte un peu plus de leur organisation interne, de leurs conflits entre différentes races ou différentes provenances en Terre du Milieu. Donc là, évidemment, il y a ceux d'Isengard et ceux du Mordor. Et on se rend compte aussi, à travers ce conflit entre eux, que c'est aussi lié à un conflit entre les 2 pouvoirs qui les régit. C'est qu'en fait, Saruman, il ne veut pas récupérer l'anneau pour l'offrir à Sauron. Il veut vraiment le prendre pour supplanter Sauron. Peut-être, de base, il voulait vaincre Sauron par ce biais-là, mais en fait, là, il est déjà corrompu. Il veut l'anneau pour son propre pouvoir. Il le veut dans un objectif que lui considère comme bon, mais l'anneau va le détruirait s'il s'en emparait. C'est les premiers. C'est vrai que c'est les premières informations qu'on a sur cette dissension entre les 2 tours, en fait. C'est d'où le titre du livre. Mais oui, c'est vrai que c'est les premières choses qu'on a là-dessus. C'est assez intéressant, notamment le côté aussi, je parlerais de la déontologie, entre guillemets, de certains orques qui sont là. Nous, on a des ordres et on va les respecter, quoi. Donc il y a ce respect de la hiérarchie. Il y a ces orques, ces Uruk-hai en l'occurrence ici, qui sont du coup vraiment fidèles à Saruman et pas à Sauron, même si, à mon avis, eux sont fidèles à Sauron à travers Saruman, mais il y a quand même ce truc de non, nous on ramène ça à la main blanche. C'est des bons soldats. Et c'est jusqu'au bout, quoi. C'est vrai aussi que c'est intéressant de voir aussi ces créatures qu'on voit toujours dans ce côté dégueulasse et machin, qui vont s'entretuer, qui veulent tout brûler, qui sont là en mode non, ici on va faire les choses bien, et qui plus est, qui savent courir des jours et des nuits sans jamais s'arrêter, qu'il faut aller vite, qui sont pas tout à fait débiles non plus. Parce que attention, il y a un éclaireur, il faudrait l'abattre. Ils sont organisés, ils sont capables de monter des armées et d'avoir des formes de stratégie quand même. Donc, et puis je pense que c'est dans le 3, on aura plus d'évocations. Je pense qu'ils ont des villages aussi. C'est à la fin du 2 et au début du 3. Enfin non, justement, la moitié du 3, mais plutôt à la fin du 2, quand Frodon se retrouve dans l'antre d'Arachne et qu'il se fait emporter jusqu'à la tour de Cirith Ungol. Oui, c'est à ce moment-là qu'on a une énorme discussion. Où les orques viennent pour récupérer, ils vont récupérer le corps de Frodon. En fait, ils ont le corps de Frodon et c'est Sam qui les suit et qui écoute toutes leurs discussions. Voilà, ça c'est un de mes chapitres préférés pour le coup, parce on se rend compte de toutes les conditions dans lesquelles ils vivent et que c'est pas les syndicalistes du groupe qu'on suit, mais ils sont en train de pester sur leurs conditions de vie. Et ils sont assez marrants et en même temps attachants dans ce chapitre-là. Tu te dis, mais les orques, vraiment, ils ont des sentiments et tu te dis, bon, c'est quand même un peu triste pour ceux qui se font tuer parce qu'ils sont conscients de leurs conditions. C'est clairement, et il y en a qui demandent un peu des nouvelles de la tour de Minas Morgul, enfin de ce qui se passe à Minas Morgul. Il y en a qui viennent d'en bas et ceux qui sont de la tour de Cirith Ungol. Donc c'est vraiment cette discussion. Cirith Ungol, c'est la tour en haut, après Arachne, et Minas Morgul, c'est celle qui est en bas. Et qui avant ne s'appelait pas Minas Morgul, mais qui avait un autre nom. Qui est une ville. Minas Ithil. Et Minas Ithil, c'est ça. Mais oui, du coup, et ça dure assez longtemps. Moi, je me souviens que c'est vraiment plusieurs pages. Et on les entend vraiment pendant longtemps discuter de leurs conditions, de ce qu'ils préfèrent faire, de machin, etc. et ce qu'ils n'aiment pas. Et c'est vrai que c'est assez plaisant de voir cette autre facette. Mais donc voilà, premier contact avec eux. Et puis on se rend compte aussi de
la redoutable efficacité et puissance des cavaliers du Rohan. C'est ce que j'allais dire, ouais. Parce que C'est ce là, j'allais dire. ils sont sans merci, efficaces, rapides. Quand on te dit que quand ils délivrent, entre guillemets, sans le savoir, Merry et Pipin de leur ravisseur Grishnak, ils viennent, une flèche dans la main, Ouais. une lance, alors qu'ils sont à cheval. Bien Guidé par le visé, sort. bien Plein visé cœur. ou guidé par le sort. C'est peut-être encore le Encore une destin, fois. voilà, le mot est lâché. Oh Ouais. mon Dieu, ça y est, on est Toujours les reparti. références. Dans les 2 précédents chapitres, je pense qu'on n'a pas parlé de destin. Mais par rapport à ces cavaliers du rang, la semaine prochaine, on prendra le temps. On va plus, je pense qu'on va plus les rencontrer plus profondément dans le prochain Pas la chapitre. semaine prochaine directement, par contre. Ah non, excuse-moi. Ça, ce sera mon Mais, chapitre préféré. Je prendrai le temps de. Parce que j'ai fait quelques recherches. T'en as beaucoup les chapitres préférés, dis donc. C'était ironique pour celui-ci. J'ai fait quelques recherches j'ai fait quelques recherches. Voilà, je vous expliquerai un peu toute l'histoire du Rohan. Enfin, elle est assez courte finalement. C'est un peuple. En 2 mots, je vais pas tout dire maintenant, mais c'est un peuple assez court. Hein. Ils sont nés, à proprement parler, vers 2500 du 3e âge. Donc 500 ans avant les événements de ces Ah oui, livres-là. c'est y a tout pas récent. Ouais. En fait, Mais pour des hommes d'âge qui vivent un temps plus ou moins normal, Normal, eux, ouais, il y a eu beaucoup de générations, quoi. Beaucoup, ouais, Aragorn, effectivement. dans sa famille, ça ferait 2-3 générations max. Enfin, non, un peu plus comme ça quand même, mais, parce qu'il meurt souvent très tôt. Mais 4-5 générations, et pour eux, c'est plutôt entre 10 et 20. Ouais, c'est ça. Ouais, quoi. c'est ça, beaucoup de générations. Mais donc, c'est un peuple assez neuf qui descend des hommes du Nord. Mais ça, je vous expliquerai un peu plus en détail. Mais effectivement, un peuple nouveau qui règne sur ces Cette contrée du Cette Rohan, du contrée-là. Ridemark, qui d'ailleurs a complètement été offerte par les Oui, c'est ça, en fait, Par c'est en le Gondor, 2500, hein. parce que c'est un peuple qui existait déjà, mais qui vivait plus au nord, plus à la source en fait de l'Anduin, donc vraiment au nord, près des montagnes de brume, entre la forêt Ouais. la forêt de Noir et les montagnes de brume. Et puis en fait, ils ont aidé le Gondor lors d'une guerre. Et le Gondor, pour les remercier, c'est Kirion, l'intendant du Gondor à ce moment-là, Kirion, qui leur a offert ces terres-là. Et en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, ces terres étaient occupées déjà par d'autres hommes, les Dunelandais. Les Dunelandais. Et alors, c'est... les Dunelandais qui vivent... En fait, qui étaient Ah oui, pour les Duneland, enfin Ouais, le pays des collines, quoi, un Ouais, peu, tout ça, quoi. en gros, c'était vraiment des hommes qui étaient là depuis très longtemps, qui déjà avaient dû subir, entre guillemets, l'invasion des Numénoréens quand l'île est assombrée. Et donc, ils ont déjà été repoussés de plusieurs territoires. On leur a un peu imposé la suprématie des Dunedains, mais ils l'ont accepté. Et ces Dunelandais, on leur a donné Enfin, ils ont commencé à vivre dans un territoire à l'ouest des montagnes de brume, qui s'appelle Duneland. D'ailleurs, on le voit sur ta carte là-bas. Ouais, c'est ça que j'ai regardé, le Duneland, c'est ça que Où il y a Duneland, moins, mais ils à vivaient- manger, c'est plus difficile de survivre Mais ils là-bas. vivaient aussi sur les terres du Rang. Et quand Kirion a donné ces terres aux Rohirrim, eh bien, les Rohirrim ont chassé les Dunelandais de ces terres-là, et ces Dunelandais leur ont voué une haine assez conséquente, et en fait, il va y avoir beaucoup de guerres entre eux. Donc, les Rohirrim vont principalement se battre avec les Dunelandais, et pas du tout avec des orques, mais donc entre royaumes hommes à cet endroit-là. Les Dunelandais qui vont donc après occuper le Duneland, un peu plus haut au nord-ouest, mais qui vont aussi occuper le nord des montagnes blanches, et qui feront beaucoup d'attaques. Il y aura une guerre, ça je vous expliquerai, avec évidemment le très connu Helm, qui donnera son nom au gouffre de Helm, Mhm. qui est le 9e roi du Rohan, et qui va se battre contre les Dunelandais lors d'une guerre très connue. Je crois, pendant la période qu'on appelle le Grand Hiver, qui durera 5 ans, enfin un truc un peu Game of Thronesque. mais voilà, en tout cas, voilà, un peuple assez jeune, donc une histoire assez courte à raconter, mais Ce c'est sont, passionnante. ce sont les hommes que l'on voit dans les films qui vont aider Saruman et qui lui prêtent Ouais, allégeance. tout à fait. Parce qu'ils ont été, apparemment, d'après leur Tout à dire, fait. Les Dunelandais. virés de leur terre. Et bien, en fait, c'est Ouais, et Saruman utilise... c'est réel. Tout à fait. Il utilise ces tensions. Exactement, il utilise les tensions pour les retourner contre les Rohirrim. Et aussi, les morts, l'armée des morts est aussi une branche des Dunelandais. Ah oui, ok. Qui en fait a été... mais un peu plus tôt, parce que l'armée des morts, ça C'était date du avant, deuxième ça, âge, ouais. c'était Ça date de la avant, donc fin du ils n'ont pas deuxième connu l'envahissement des Rohirrim, mais ils ont connu donc les Numénoréens qui sont arrivés, et en fait, ils vivaient au niveau des montagnes blanches, je crois, Ils avaient Et, prêté serment à sur la l'intérieur pierre des de montagnes Lek. blanches. et ils avaient prêté serment pour aider Isildur lors de la dernière alliance.
ils n'ont pas gardé leur serment et donc ils ont été maudits. Mais donc c'est aussi des Dunelandais. Ouais. Et parce qu'on traversera justement tous ces contrées au début du livre 3, Oui. où justement Aragorn doit aller rechercher cette fameuse armée des morts, et on va passer par les montagnes, et en fait sur les montagnes, il y a pas mal de vestiges ou même de villages, etc. Et en fait, il y a encore toute une vie là-dedans, quoi. Et après, bon, eux, ils vont devoir passer par le fameux endroit où il y a l'armée des morts, qui est redouté, qui n'est pas utilisé par les gens du Rohan. Et on va carrément traverser les montagnes blanches pour aller de l'autre côté des montagnes blanches. Donc, ouais, intéressant aussi de traverser tout un endroit géographique qu'on voit pas spécialement qu'on voit dans les films, et que c'est pas vraiment, je trouve, pour le coup, là, tous ces passages-là est complètement éludé. Et là, dans le livre, c'est waouh, on découvre tout des villages, mais on parle pas, on parle peu dans les films, surtout, et même dans les livres, je trouve qu'on parle peu des différentes histoires des peuplades humaines. Enfin, on comprend pas trop à quel point les hommes sont présents sur la Terre du Milieu, quelles différentes régions ils occupent et quels sont les différents royaumes. On comprend vaguement qu'il y a le Gondor et le Rohan. On sait même pas tellement, quand on regarde que les films en tout cas, on sait même pas tellement à quel point ils règnent sur quelle partie de la Terre du Milieu. Et en fait, il y a beaucoup de villages, de royaumes différents. Oui, et le début du 3 aussi, passage que j'adore, c'est l'arrivée des renforts des hommes du Gondor. Ouais. Pardon. C'est-à-dire tous les gens en fait qui sont du Gondor mais qui n'habitent pas à Minas Tirith, parce qu'on a aussi un peu cette idée, du coup, il y a plus Osgiliath, il y a plus Minas Ithil, du coup il y a plus que Minas Tirith. Le Gondor, c'est quoi alors? C'est Minas Tirith. Alors que non, en fait, ils ont énormément de seigneurs. Ils disent bon, il n'y a pas assez de renforts qui arrivent, malheureusement, parce qu'ils sont un peu dans une période je vais pas dire récession, mais mais on les voit pas dans les films. Mais on les voit pas du tout. Et en fait, il y a plein de seigneurs qui viennent des montagnes, qui viennent de l'ouest, du nord, machin. Tout comme il y a dans le Westfall, plein en fait de seigneurs ou de petits villages de Rohirrim, à droite à gauche, dans les montagnes. Et c'est vrai que c'est très intéressant de regarder un peu à tout ça, que ça enrichit un peu l'univers. Et on parlait aussi du gouffre de Helm. Finalement, ça prend un peu plus de sens quand tu racontes ça, quand Théoden va dire le gouffre de Helm n'est jamais tombé, de toutes ces années, etc. Qu'en fait, ils ont eu des guerres, ils ont eu plein, ils ont dû souvent y aller, quoi. Ah oui, il y a beaucoup de guerres en 500 ans pour les Rohirrim. Et d'ailleurs, petite anecdote que j'ai appris en faisant mes recherches, quand on entend Théoden qui charge au gouffre de Helm et il dit pour Eorlingas. Et Orlingas, ça veut dire les descendants des Eorls. En fait, c'est le mot pour dire les descendants des Eorls. Et Eorl, c'est qui? C'est le premier roi des Rohirrim, tout simplement. Ouais. C'est à lui qu'on a donné cette terre-là. Donc quand il dit pour Orlingas, c'est pour les descendants des Eorls. Ouais. Donc pour eux, quoi. Et voilà, comme ça vous le saurez la prochaine fois que vous ferez un marathon. Passage juste épique. Mais on reviendra là-dessus dans 2 épisodes on fera l'historique plus précis. Eh bien, nous nous retrouverons dimanche prochain pour le prochain chapitre, qui ne sera pas un chapitre consacré à des batailles ni aux Rohirrim, mais qui sera consacré notamment à Sylvebarbe, chapitre charnière que nous nous évertuerons de vous rendre passionnant et non Sylvebarbant. Magnifique. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas eu plus tôt depuis le temps. Mais donc effectivement, c'est bien le chapitre que tu nous as dit depuis le premier épisode qui t'avait gonflé. En fait, j'en fais des caisses, ce chapitre, il a vraiment rien d'extrêmement ennuyant, c'est juste que moi, il m'avait tellement marqué en mal. Mais c'est un bon chapitre. Comme on l'a déjà dit plein de fois, je suis sûr que nous, on va le redécouvrir. Pour ce podcast, ça va être complètement différent. Mais là, pour le coup, je l'ai déjà un peu relu, et il y avait des chansons dedans. Et là, maintenant, vu que je les appréhende d'une autre manière... Ah, c'est vrai. Et que je sais que les chansons, justement, dans le chapitre, elles fatiguent les hobbits, ça m'amuse. Parce que lui, Sylvebarbe, il est passionné par ça, et les hobbits, ça les endort automatiquement. Ils sont tellement... Je crois que c'est parce qu'ils les chantent très lentement. Si on essaiera de travailler ça, peut-être. On verra. On les fera peut-être pas aussi lente que les zen. On verra. Alors je rappelle que nous avons récemment ouvert notre page Tipeee, que vous pouvez consulter si jamais vous souhaitez nous faire un don, et je profite encore de ce rappel pour remercier à nouveau nos généreux tipeurs Linda, Mathieu, Jessica, William, Batou et Jody. Nous ne nous attendions pas à un tel soutien et nous vous remercions encore une fois très grandement. Alors si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté, partagez-nous vos remarques, vos questions ou réflexions sur notre page Facebook ou Instagram, les pages du milieu, ou par mail, lespagesdumilieu@gmail.com. Et je vous dis à toutes et à tous, et à vous Cyril et Fix, bon après-midi, bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, et à la semaine prochaine. Bonne semaine. À la semaine prochaine, merci à tous pour vos messages.